Ok. Donc, je pense qu'on va certainement débuter et tout. Ne pas trop perdre de temps parce que la séance d'aujourd'hui sera un peu longue. Donc, il va falloir aller beaucoup plus vite que d'habitude. Déjà, est-ce que vous me recevez? Sinon, vous pouvez me le mentionner pour que j'augmente un peu le temps et tout. Ok. Donc, déjà, bonsoir et merci pour votre présence encore ce soir, ainsi que la volonté que vous manifestez en fait pour pouvoir suivre voilà, euh, le programme de formation de l'Axamer School et tout. Donc, durant les deux précédentes séances, on a abordé en fait disons, tout ce qui est fondamental par rapport euh, à l'intelligence artificielle et aux sciences de données. Et on a aussi abordé de long en large en fait les différentes méthodes d'apprentissage. Donc au cours de cette séance, il sera question de l'IA en fait en action et ses enjeux sociétaux. Donc quand je parle d'IA en action, on va typiquement parler en fait des différentes branches en fait qui font de l'IA ce qu'elle est aujourd'hui et qui font euh, qu'elle a abouti à des avancées assez notables. Donc, notamment, on aura à aborder l'aspect de la vision par ordinateur, du traitement de langage naturel, euh, des modèles génératifs et des modèles de fondation, en fait. Donc, les trois premières parties, euh, les trois premiers concepts dont je viens de faire mention, en fait, on va essayer d'aller un peu euh, en profondeur, voir, en fait, ce qui fait leur force, en fait, et comment ces architectures sont montées. Donc, après cela, on va maintenant aboutir à l'aspect euh, enjeux sociétaux, en fait, pour parler des biais de la gouvernance en IA, de l'éthique et notamment des limites, en fait, des modèles actuels qu'on a. Donc, ce sera, en grosso modo, en fait, le plan de cette séance. Donc, je pense que je vais débuter. Donc, durant la première séance, en faisant mention de l'historique, j'ai dit que euh, l'un, l'une des avancées en fait qui a permis en fait qu'on aboutisse à, à tout ce qu'on peut observer aujourd'hui dans l'IA euh, a débuté avec les percées auxquelles on a observé avec le modèle de convolution introduit par Yann LeCun et qui a permis de pouvoir faire l'identification des digits en fait avec une certaine précision. Avant la vague de 2012 où AlexNet a été introduite et a fait et a cartonné en fait sur le benchmark d'ImageNet par rapport à tout ce qui était développé précédemment comme modèle. Très bien. Donc, cela nous amène à la thématique ou à la branche en fait de l'IA qui consiste euh, euh, à faire en fait voir en fait les ordinateurs ou bien apercevoir l'environnement en fait. Et on parle de vision par ordinateur. Donc la vision par ordinateur, c'est un domaine de l'informatique qui permet aux ordinateurs d'analyser et d'interpréter les images et des vidéos afin de leur donner la capacité de voir et de comprendre le monde visuel comme le font les humains. Donc, en d'autres termes, la vision par ordinateur permet aux ordinateurs de, voilà, dans un premier temps, reconnaître les vidéos, donc identifier et catégoriser des objets présents dans une image ou une vidéo, en fait. Donc, ce que l'être humain fait typiquement à travers notre faculté cognitive qui est la perception. Comprendre des scènes, en fait, une capacité dont l'être humain a aussi doté qui nous permet, en fait, de nous mouvoir, en fait, dans un environnement donné, en fait, qui consiste à déterminer la disposition des objets et leurs relations dans l'espace. Analyser les actions, qui consiste à identifier les mouvements et les actions des objets ou des personnes. Et aussi interpréter des données visuelles qui consistent à extraire des informations pertinentes à partir d'images et de vidéos pour une variété d'applications. Donc, si on s'intéresse aux applications de la vision par ordinateur dans la vie réelle, elles sont légion. Déjà, elle commence par l'aspect véhiculaire
autonome, en fait, où il faut faire la classification, en fait, de tous les pixels au niveau de l'image pour que le véhicule puisse faire la distinction entre les objets dans son environnement comme il faut. Et on parle typiquement de tâches de segmentation sémantique, où il ne s'agit pas juste d'identifier les objets, mais en fait, dessiner toutes leurs formes, en fait, et pouvoir labelliser chaque pixel, en fait, de l'environnement ou de l'image. Donc, c'est grâce à cela que les véhicules autonomes comme Tesla, en fait, euh, ont abouti au succès qu'ils connaissent aujourd'hui. Et c'est une technologie qui est encore différente de la technologie des LiDAR, qui est également utilisée par certains concepteurs de véhicules autonomes. Dans le domaine de l'imagerie médicale aussi, on a aussi la détection en fait de pathologies qui a aussi une application de, assez concrète des modèles de vision par ordinateur en fait. Et il peut s'agir de la détection d'objets pour détecter des tumeurs, des lésions. Il peut également s'agir en fait de la segmentation sémantique pour pouvoir délimiter avec précision en fait la forme géométrique de l'objet qu'on est en train de vouloir analyser en fait en termes de pathologie. Il peut juste s'agir aussi de classification tout simplement pour dire, OK, là, il s'agit euh, d'une tumeur maligne, bénigne ou pas. Donc, un autre domaine d'application, c'est notamment le domaine de l'industrie, en fait. C'est d'ailleurs l'un des premiers domaines où la vision par ordinateur a été introduite, en fait. Par exemple, lorsqu'on est en train de faire le tri, en fait, de, des produits de bonne qualité ou de mauvaise qualité, ou des pièces de bonne qualité ou de mauvaise qualité, ou des appareils, en fait, bien assemblés dans la ligne de production ou pas, en fait, c'est des applications typiquement qui sont les premières à se voir envahies par la vision par ordinateur. On a également le domaine de l'agriculture où la vision par ordinateur intervient notamment, en fait, dans parfois la phase de cueillette, identification des cultures qui sont déjà arrivées à maturité ou à maturation, qui sont prêts pour la récolte et autres. Donc, on a aussi le cas de l'OCR, en fait, Optical Character Recognition, qui consiste à reconnaître du texte, en fait, dans des images pour pouvoir en faire l'extraction. Donc, c'est aussi euh, euh, une avancée, en fait, une application très répandue et beaucoup plus dans le domaine des banques, en fait, où on procède à l'analyse des chèques pour pouvoir extraire des informations typiques. Donc, il y a également le domaine de la reconnaissance faciale et de l'empreinte rétinienne, en fait, une empreinte rétinienne plutôt. Donc, qui est également l'objet de la vision par ordinateur. Donc, voilà un petit échantillon, en fait, d'application des modèles de vision par ordinateur. Il y en a plusieurs. Vous pouvez vous-même en réfléchir à de nouvelles qui sont innovantes, en fait, pour pouvoir répondre à des problèmes qui vous tiennent à cœur. Donc, mais de quoi est fait les modèles de vision par ordinateur? Donc, au cœur de ces algorithmes, nous avons principalement les réseaux convolutifs. Réseaux convolutifs. Et quand on parle de réseau convolutif, elle a une architecture toute simple. C'est d'abord une couche convolutive qui permet de faire de l'extraction en fait de caractéristiques à partir de l'image de manière autonome. Avant, ce qui se faisait quand on voulait faire de l'identification ou de la classification d'images, d'objets, en fait, c'est que quand on a l'image, il y a d'abord une première phase où on essaye de faire quoi? De la détection automatique. L'individu essaye d'identifier les caractéristiques qui peuvent permettre, en fait, de reconnaître cet objet comparé à un autre. Typiquement, quand on a une voiture, elle a, par exemple, quatre roues, une pare-brise, deux feux avant, quatre portières. Donc, ce genre d'éléments, en fait, qui permettent de décrire un tant soit peu l'objet qu'on est en train de vouloir identifier avant qu'on ne le passe à un algo de machine learning simple. Mais ce qui fait la force des algos de vision par ordinateur en deep learning, c'est typiquement, dans un premier temps, la couche de convolution qui permet de faire de l'extraction de caractéristiques de manière autonome durant la phase d'entraînement.
Donc, quand vous prenez le bloc convolutif, vous avez dans un premier temps la couche de convolution, fait l'extraction des features, la fonction d'activation qui permet d'introduire la non-linéarité, la couche de pooling qui permet de faire quoi? De faire de la réduction, en fait, de dimension, en fait, sur les caractéristiques extraites, en fait. Donc, il forme un bloc convolutif en fonction de la personnalisation que vous êtes en train de la faire. Vous pouvez également introduire une couche de batch normalization qui vous permet de normaliser en fait les caractéristiques que vous extrayez en fait et d'aider au mieux le réseau à apprendre en fait durant la phase d'entraînement. Donc, quand vous prenez un modèle de deep learning pour la vision, c'est typiquement ce bloc-là qui est agencé parfois à plusieurs reprises, dépendamment de la complexité de la problématique que vous êtes en train de vous la toucher. Donc, après le bloc convolutif, vous avez typiquement la dernière partie qui est constituée de couches denses. Mais avant ça, il y a une couche flatten qui permet de faire quoi? De transformer les caractéristiques qui sont extraites, qui sont typiquement en 2D ou en 3 dimensions, en quoi? En une seule dimension avant de les passer aux couches qui sont denses, qui sont juste des couches de MLP naturelles et la couche de classification ou de régression qui vous intéresse. Qui vous intéresse. Okay. Donc, quand je prends le modèle qui a permis en fait la première avancée dans le domaine de la vision par ordinateur qu'on a pu observer avec Yann LeCun, c'est l'architecture de lunettes 5 qui a l'architecture suivante en fait. Vous verrez d'abord dans un premier temps le, la couche convolutive qui est là, la couche de pooling, une autre couche convolutive, une autre couche de pooling. Avant maintenant deux couches denses et la dernière couche qui permet de faire la calculation des digits allant de quoi? De 0 à 9. Donc, le net 5 c'est pour dire typiquement que dans ce réseau, vous allez voir typiquement qu'il y a combien de couches. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, en plus de la couche de pooling parfois. Donc, typiquement, tu vois 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 là, avant la dernière couche dense qui contient 84 neurones et la couche de classification avec 10 neurones. Donc, parfois, vous verrez VG19, VG16, c'est parfois indicatif du nombre de blocs convolutifs qu'il y a au niveau du réseau. Et il y a plusieurs types d'architectures, en fait, qui ont été introduits dans le temps pour permettre de développer des réseaux qui sont beaucoup plus profonds pour pouvoir améliorer l'extraction des caractéristiques. Il y a encore d'autres architectures qui ont été introduites pour pouvoir développer des réseaux profonds, mais tout en allégeant en fait le nombre de paramètres du modèle en fait avec des caractéristiques. Donc, si vous lisez bien, vous allez peut-être voir, vous allez rencontrer l'architecture de V19, AlexNet, qui a notamment permis d'aboutir à une parcelle sur ImageNet. Vous allez voir DenseNet 121, vous allez voir ResNet 50, vous allez voir EfficientNet. Donc, il y en a plusieurs. Et chaque architecture avec une particularité donnée. Très bien. Donc, le réseau précédent ici, typiquement, ce sont des réseaux qui sont utilisés lorsque vous voulez faire des tâches de classification ou de régression. Mais en fonction de la tâche, le réseau ne sera plus totalement adéquat en fait. Donc, pour cela, il y a d'autres architectures qui ont été introduites pour pouvoir tacler en fait les autres tâches du domaine de la vision par ordinateur de manière plus efficiente. Et donc, parmi ces architectures, vous verrez l'architecture de YOLO, qui est l'une des plus fameuses en matière de détection d'objets en fait, ou YOLO Quantime, et qui est très performant quand il s'agit de faire de la détection d'objets. Donc, vous verrez toutes les évolutions qu'il y a eu du YOLO en partant du YOLO initial 0 à YOLO 11 à la date d'aujourd'hui. Donc, pour dire que c'est un modèle qui a vraiment évolué pour voir un temps ça peut aboutir à d'excellentes performances dans la tâche de détection. Et également, quand vous allez au niveau de la tâche de
la classification. C'est comme ça que les modèles ont aussi évolué dans le temps et jusqu'à ce que les nouvelles architectures commencent par également s'inspirer de la révolution qu'il y a eu dans le domaine des modèles de langage pour pouvoir introduire tout ce qu'on appelle l'architecture de transformation. Très bien. Donc, les deux premières architectures qu'on a vues servent généralement pour faire de la classification et de la détection. Mais il y a aussi une autre catégorie d'architecture qui est très utile lorsqu'on est en train de vouloir faire les tâches de segmentation sémantique. Donc là, il s'agit d'avoir une image en entrée et également en output de ressortir en fait l'image segmentée. Donc, quand on parle de l'image segmentée, il peut s'agir d'un masque binaire, en fait, où vous avez toute la géométrie de l'objet qui est en train de qui vous intéresse, en fait, à un intérêt qui est identifié et les autres pixels qui sont en noir. Ou soit ça peut être une segmentation map qui a plus de deux classes, en fait. Donc, ça sera différentes régions, en fait, avec différentes annotations et tout. Donc, on verra que l'architecture par contre, dans ces conditions, il est très particulier parce que c'est une architecture typique. Donc, il y a une forme encodeur et décodeur où durant la phase d'encodeur, il y a une réduction des dimensions et un apprentissage des caractéristiques qui permettent de mieux faire de la segmentation durant la dernière phase, en fait, le décodeur, en fait, où il y a des couches de Skype connection, en fait, où on copie en fait les caractéristiques qui étaient extraites en fait durant la phase d'encodeur, qu'on ajoute aux caractéristiques qui sont également enrichies durant la phase de décodeur pour pouvoir améliorer les maps qui seront segmentées. Donc, vous avez des architectures standards pour répondre aux tâches de classification. Vous avez les architectures comme Lolo, RCNN et d'autres qui permettent en fait de répondre aux tâches de détection d'objets en fait, où vous voulez détecter en fait euh, la position en fait d'un objet en fait que vous délimitez à travers un bounding box en fait. Et de l'autre côté, les tâches de segmentation sémantique où vous avez l'architecture UNET qui est parmi l'une des plus fameuses. Il y a plusieurs architectures, mais là, j'ai juste pris en fait quelques illustrations en termes d'architecture les plus utilisées dans le domaine. Mais vous en verrez certainement d'autres. Il y en a assez, il y en a assez, il y en a assez. Très bien. Donc, là, nous allons parler maintenant du traitement de langage naturel. Donc, l'un des objectifs de l'homme a toujours été de pouvoir, un temps soit peu, permettre à la machine de comprendre de manière linéaire, en fait, le langage que l'être humain euh, emploie, en fait. Donc, le traitement du langage naturel, c'est ce domaine-là qui s'intéresse typiquement, en fait, à la manière dont les ordinateurs peuvent comprendre, interpréter et générer le langage humain. Et en termes d'application, vous allez notamment entendre parler de voilà, la traduction automatique que voilà, qu'on utilise pratiquement au jour le jour en fait dans nos tâches. La conversion d'audio en test quand on est en train de faire de la transcription, ou encore aujourd'hui les modèles qui permettent de faire le reverse pour partir du test et générer de l'audio. Vous avez aussi la classification des tests, notamment peut-être à travers les tâches de sentiment analysis ou de détection de spam. Vous avez de la génération de tests, en fait, qui est beaucoup utilisée, notamment avec les modèles de langage aujourd'hui, où vous pouvez générer du test selon n'importe quel style et assez facilement. Vous avez aussi l'extraction d'informations. Voilà. Donc, euh, depuis 2017, avec l'introduction d'une architecture très particulière, on a observé un grand avancée dans le domaine du traitement du langage naturel, avec notamment tout ce qu'on a eu comme boom avec l'essor en fait des LLM. Donc, je pense durant la première séance qu'on a fait, le premier
quand on a fait le sondage, quand je parlais de d'IA, la majeure partie faisait référence au chat, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Llama et tout. Donc, c'est vrai que c'est l'introduction de ces modèles-là qui a vraiment permis euh, de, en fait, comment je vais le dire, de mettre à jour la force de ce qu'est l'intelligence artificielle et également de mettre à la puce des gens le fait que, voilà, que l'IA est déjà à nos portes et qu'on peut en faire de magnifiques choses. Donc, avec ça, dans la foulée, vous avez l'introduction de ChatGPT 4.5, 4.1, de Gemini, euh, 2.5, de Llama, de Claude 3.7, de Grok 4, de DeepSeek, de Mistral et de Qwen, en fait, qui sont voilà, les modèles, je pense, les plus en vogue et qui tiennent la tête de peloton quand on parle de grands modèles de langage ou de modèles de raisonnement aujourd'hui. Mais tous ces modèles ont en commun un élément et une architecture. Il s'agit de l'architecture du Transformers. Toutes les percées qu'on peut observer aujourd'hui en traitement de langage naturel, tous les grands modèles de langage, les modèles de raisonnement, tous ces modèles reposent sur l'architecture du Transformers qui a été introduit en 2017 à Google. Mais avant les Transformers, il y avait une méthodologie qui était employée pour faire le traitement du langage naturel et l'extraction d'informations. Donc, on va un peu parler de ces éléments, aller de la genèse jusqu'à aboutir au transformer et un peu disséquer en fait l'architecture du transformer et parler de ce qui fait sa force comparé aux autres. Donc, au départ, quand on a du test, on a des caractères alphanumériques et l'ordinateur ne comprend que des éléments, des signaux numériques. Donc, il faut trouver un moyen de convertir ces tests-là en éléments numériques, en fait, passer de l'alphanumérique catégoriel au numérique. Donc, les premières approches qui étaient généralement introduites en machine learning et tout, genre, euh, consistaient en fait représenter en fait la méthode du bag of words ou du TF-IDF. Donc, typiquement, on avait un test de départ et on effectuait quoi? Du traitement de tests. Donc, notamment, vous allez faire de la tokenisation. Ça veut dire, genre, créer des tokens à partir des tests. Les tokens, ce sont juste des pièces, en fait, et de mots, en fait. Ça peut être un mot complet ou ça peut être une partie du mot et tout. Donc, vous avez, donc typiquement, il y a des the good time leave your care behind. Donc, un token pouvait représenter par exemple un mot, par exemple. Donc, vous avez 10 the good time leave. Donc, ça peut être les tokens. Après, il y a l'étape de lemmatisation où on garde la racine du mot, en fait, ou des mots. Donc, typiquement, vous avez 10 the good. Par exemple, times, on peut enlever le X parce que c'est juste une variante de thème, égaler thème. Leave your care behind. Le care aussi, on peut enlever le S par exemple et garder le care parce que c'est le verbe en fait, la racine. Donc après, il y a l'étape de stop word où on enlève tout ce qui est mots communs en fait et qui sont très courants dans le vocabulaire de la langue. Donc en anglais, typiquement le A de your, ce sont des articles qui sont constamment utilisés. Donc vous enlevez, vous avez maintenant quoi? Des tokens, good, time, leave, care, qui typiquement gardent la sémantique de la phrase, mais de manière très réduite et simplifiée. Donc, avec la technique du bag of words, ce qui se faisait, c'est que, on considère, on prend, vous avez tous les mots, vous prenez l'ensemble des documents que vous avez, donc, et vous constituez un vocabulaire avec l'ensemble des mots qui sont dans le vocabulaire, en fait. Donc, après, maintenant, vous allez voir, dans chaque document, c'est quels sont les mots du vocabulaire qui appartiennent à ce document. Qui fait qu'avec le bag of words, vous avez quoi? Vous avez une matrice, document, thème,
qui est constitué du nombre d'occurrences de chaque mot dans un document donné. Donc, cela vous permet d'avoir une représentation un tant soit peu vectorielle, mais très sparse des différents documents que vous avez, que vous utilisez en fin de compte pour pouvoir soit faire du clustering, pour pouvoir regrouper les documents par topic et faire des extractions de topics plus précisément après, ou soit faire de la classification de documents à partir de cette représentation. En dehors du bag of Word, il y a aussi la représentation du TF-IDF qui était un peu plus robuste que le bag of Word, qui était toujours sparse, mais qui, par contre, prend en compte le thème frequency qui était construit par le bag of Word et maintenant divise ça par le ratio IDF, en fait, qui typiquement prend en compte le nombre de documents dans lesquels ce mot peut apparaître, en fait. Donc, si typiquement ce mot apparaît dans l'ensemble des documents, vous avez le nombre et on comptait l'occurrence comme ça. Donc, si c'est que, en fin de compte, c'était une sorte de normalisation, mais qui permettait en fait d'avoir une représentation un peu plus, comment je le dirais, non entière en fait. Les éléments de la matrice ne sont plus juste des occurrences, mais des valeurs décimales, mais toujours sparses. Donc, au départ, c'était ça. Mais ces méthodes ont un inconvénient, en fait, c'est que on perd le contexte et le sens. Quand vous avez remarqué, c'est que avec tout le traitement qui a été fait, en fait, pour avoir une version simplifiée de la phrase, il y a le contexte et le sens qu'ils ont perdu avec cette représentation. La matrice thème document est grande et clairsemée, donc c'est pas s'il y a beaucoup trop de zéros. Et la dimension, en fait, des vecteurs qui caractérisent un mot, en fait, dépendent typiquement du nombre de documents que vous avez. Donc, ainsi, la vectorisation relative au corpus, des mots similaires auront des vecteurs différents avec un autre corpus. Donc, genre, si vous avez un autre lot de documents et vous apprenez la représentation vectorielle des mots, en fait, vous allez aboutir à une autre représentation chaque fois que vous changez le corpus. Donc, pour corriger cela, en 2023, il y a Thomas Mikolov de Google qui a introduit Word to Rec. Et par la suite, nous avons eu Glove et Fastest. Donc, l'innovation qui a été apportée avec cette architecture réside dans le fait que maintenant, on a des vecteurs, on a des représentations vectorielles qui sont revêtues d'un caractère très sémantique qui arrive à capturer la sémantique des mots dans une phrase. Donc, on aboutit à une représentation universelle de chaque mot qui ne dépend plus forcément de la taille du corpus ou bien du document, en fait, mais qui a un vecteur constant et qui est, cette fois-ci, très dense. Et qui permet également de faire des opérations matricielles et arithmétiques là-dessus. Donc, typiquement, vous pouvez prendre le vecteur qui représente le roi et le vecteur qui représente, par exemple, un homme, et la différence va peut-être vous donner le vecteur qui représente la couronne. Vous pouvez peut-être prendre la France plus l'Allemagne moins Berlin, et ça va peut-être vous donner Paris, en fait. Parce qu'il y a euh, euh, une certaine cohérence, en fait, en termes de sémantique que les mots arrivent à capturer maintenant, en fait. Maintenant, l'inconvénient qu'il y a avec cette nouvelle méthode, en fait, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à modéliser la dépendance entre les mots dans une phrase. Donc, typiquement, si vous prenez par exemple chien mort homme versus homme mort chien, les deux mots-là auront la même vecteur. Je dis la même, auront les mêmes vecteurs en fait. Donc, typique parce que genre, vous avez certes une bonne représentation des mots, mais quand vous prenez après les phrases désorganisées, euh, ils auront toujours les mêmes vecteurs. On sait que genre, une phrase bien ordonnée et désorganisée n'ont pas toujours les mêmes sens, et celle mal organisée n'est pas aussi forcément cohérente du point de vue langue, donc ne sera pas forcément utile quand il s'agira de faire de la génération de tests. Donc, pour
éviter ces limitations et également pouvoir modéliser avec efficacité, les, les séquences, donc notamment tout ce qui est time series ou encore le test qui est vu comme une séquence de mots avec des dépendances temporelles. Il y a les nouvelles architectures telles que le réseau euh, récurrent qui a été introduit, ainsi que le LSTM, Long Short Term Memory ou encore GRU, qui permettent maintenant de modéliser un temps soit peu la dépendance temporelle entre les séquences et les mots d'une phrase. Donc, vous avez le RNN, en fait, qui est le Recurrent Neural Network, qui commence avec l'introduction d'une cellule de mémoire qui permet un temps soit peu de garder en mémoire euh, le contexte. Mais l'insuffisance, en fait, que ce type d'architecture avait, c'était que, genre, la mémoire n'était pas à long terme. Donc, lorsque la longueur de votre séquence était très grande, ça causait un problème. Et on était aussi sujet à ce qu'on qualifiait de vanishing gradient, où le gradient se rapprochait presque de zéro. Donc, il n'y avait plus d'entraînement. Donc, pour pallier à cette insuffisance, il y a l'architecture du LSTM qui a été introduite et qui était beaucoup plus complexe que celui du RNN, qui maintenant, au lieu de juste introduire une cellule de mémoire, introduit d'autres portes en fait, notamment la input gate et la output gate, qui permettent de réaliser des opérations et une mémoire en fait qui permet soit d'oublier les éléments qui ne sont pas importants et de garder celles qui sont importantes en fait. Donc, de cette manière, la mémoire était dotée d'un mécanisme pour être allégée et garder que ce qui était nécessaire pour la prochaine phase. Donc, ce modèle a connu, genre, je dirais, mettons le thème m'échappe, a connu un grand succès dans le domaine, a été beaucoup utilisé et continue notamment à être utilisé aujourd'hui, principalement en ce qui concerne euh, la modélisation des time series. Mais l'un des soucis auxquels il était confronté était peut-être le coût de calcul qui était beaucoup plus important comparé au RNN, bien qu'il soit en mesure de capter les dépendances à long terme. Il souffre un peu de ce problème-là où l'architecture était très lourde et le temps d'entraînement était plus important. Donc, il y a le GRU qui était un peu similaire, qui a été introduit, mais qui néanmoins corrige un peu ce problème-là qu'on avait avec genre, la complexité, la durée de l'entraînement des réseaux LSTM. Donc, en 2017, on est par contre passé à ce qui a abouti ou ce qui a conduit à toute la révolution qu'on a observée dans le monde du langage, avec l'introduction d'une nouvelle architecture, avec le papier Attention is All You Need, qui introduisait l'architecture des transformers. Donc, notamment, les transformers ont introduit une méthodologie qui ne prenait plus en compte la récurrence, comme il était le cas avec les architectures euh, de Recurrent Neural Network, LSTM ou GRU. Au niveau du mécanisme d'attention dans les transformers, il n'y avait plus de, de récurrence et chaque mot avait la capacité en fait d'accéder à tout son contexte durant la phase d'entraînement. Donc, à travers le mécanisme d'attention qui était au cœur de l'architecture du Transformers. Donc, vous verrez, l'architecture originelle était constituée en fait d'une partie encodeur et d'une partie décodeur, qui a notamment inspiré les architectures de BET qui sont introduites en premier lieu par Google avant l'introduction de GPT et tout ce qui a suivi, et qui sont juste des architectures qui reposaient juste sur le volet décodeur qu'on a là. Donc, quand vous prenez le mécanisme d'attention, en fait, c'est typiquement cette opération qu'on a là,
où on a une clé, une query, une value, donc, qui nous permettent en fait de faire quoi? De calculer. Dans un premier temps, nous avons le produit scalaire qui est là, qui permet de voir la similarité entre tous les thèmes, mais également de faire communiquer tous les mots entre eux et d'avoir l'importance de chaque thème en fait, qui est après pondéré par la matrice des valeurs qui est également apprise durant la phase d'entraînement pour pouvoir avoir une représentation assez rigoureuse et fiable des mots et la distribution en fait de probabilité sur les différents mots de la phrase. Donc, la formule qui est là, vous avez sa représentation schématique qui est là. Et lorsque on assemble plusieurs blocs de self-attention, ça nous permet d'aboutir à ce qu'on qualifie de multi-head attention, où vous avez la concaténation de plusieurs blocs de scale dot product attention. Donc, quand vous voyez les modèles de GPT, Gemini et tout, ce n'est juste que, voilà, un empilement assez profond de tout ce qu'on a comme couche de Transformers, en fait. Donc, c'est couche de Transformers empilées, 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 empilées. Et avec la scaling law, on a la garantie que si on dispose de suffisamment de puissance de calcul, de suffisamment de données et également d'un modèle avec beaucoup de paramètres, on va toujours pouvoir atteindre de meilleures performances. Très bien. Donc, OK. Donc, après la révolution du langage, on a aussi, à partir des années 2021-2022, l'essor en fait des modèles génératifs. Donc, ces grands modèles de langage sont aussi dotés de cette capacité-là, avec du fait qu'ils sont des modèles autorégressifs pour la plupart, sont en mesure de faire de la génération euh, de mots, d'objets, d'images aussi. Mais typiquement, quand vous entrez dans la famille des modèles génératifs, on a les modèles de Variational Auto-Encoder dont on avait parlé, de fond en compte dans le cours sur l'apprentissage non supervisé. On a aussi les modèles de GAN, les modèles de diffusion aussi, qui sont là pour faire de la génération. Et notamment nos modèles de langage, en fait, qui font de la génération de tests selon n'importe quel style qu'on peut leur imposer. Aujourd'hui, il y a aussi des modèles de langage qui commencent à s'inspirer de la méthodologie des modèles de diffusion, voilà, pour pouvoir faire de la génération de tests à grande échelle. Un temps, ça peut pour pouvoir essayer de répondre à la problématique d'hallucination dont les modèles de langage standard font preuve par moment. Très bien. Mais en dehors de ça, la multidimensionnalité en termes de capacité qu'on peut observer au niveau de ces modèles de langue-là repose notamment sur le fait que ce sont des modèles de fondation. Mais les modèles de fondation, il n'en existe pas que lorsqu'il s'agit du langage naturel. On en a pour divers domaines, que ce soit des modèles de fondation en médecine, en biologie, en recherche biomédicale, en climatologie ou encore en physique. Donc, c'est quoi les modèles de fondation? Les modèles de fondation sont généralement construits à partir d'empilement de blocs de transformers. Donc, vous verrez que les transformers sont toujours au cœur pour traiter efficacement les données séquentielles à grande échelle. Ces modèles sont généralement entraînés de manière autorégressive et en se reposant sur les méthodologies de Self-Supervised Machine Learning, sur des ensembles de données supermassifs comprenant des milliards, voire des billions de tokens provenant de tests, d'images, d'audio ou d'autres sources multimodales. Donc, typiquement, si vous observez bien l'évolution des modèles de fondation de langue, par exemple GPT, vous allez remarquer que, par exemple, au départ,
ça ne prenait en compte que du langage. Donc, ça veut dire que son entraînement n'était fait de manière exclusive que sur l'ensemble du corpus d'Internet qui existait. Mais avec le temps, vous allez remarquer que c'est doté de d'autres capacités, en fait, qui font qu'elle arrive à faire quoi? À générer des images ou encore d'autres éléments. Donc, d'où le volet multimodal qui est parfois mentionné là. Donc, grâce à leur pré-entraînement étendu sur de vastes ensembles de données, ces modèles de fondation disposent de capacités exceptionnelles de généralisation. Donc, ils servent de base polyvalente pour être après fine-tunés pour des tâches variées dans de nombreux domaines, allant de la physique, la programmation, le raisonnement avancé. Il y a de nombreuses disciplines du savoir humain. Donc, quand vous prenez typiquement le modèle de langue GPT, par exemple, vous allez voir si vous essayez d'aller. Non, je pense que GPT n'est pas en open source, c'est un modèle close, fermé. Mais si vous essayez, par exemple, de voir les modèles de langue de fondation qui sont en open source, comme Qwen ou encore Yama ou encore DeepSeek, vous allez voir qu'il y a généralement un modèle qu'on appelle Instruct. Vous allez voir Yama Instruct, Qwen Instruct. Ça, c'est le modèle de base pour entraîner de manière brute l'ensemble des données. Donc, vous pouvez après décider de faire le fine-tuning en fait de cette donnée sur une tâche spécifique en fait. Et le modèle va généraliser super bien parce qu'elle avait été entraînée sur un large corpus. Vous avez aussi le fait que le modèle à lui seul est en mesure de faire plusieurs tâches, comme la génération de tests, one-shot classification, où vous pouvez le mettre du test et vous lui demandez de vous faire de la catégorisation. Vous pouvez lui demander de faire de l'extraction d'éléments à partir du test et tout. Donc, le modèle à lui seul, il encapsule en fait une pluridisciplinarité de capacités, de tâches, de tâches. Très bien. Donc, certains modèles de fondation sont multimodaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent ingérer, comprendre et générer différents types de données, images, textes, audio et vidéo. Donc, c'est un peu le cas de ces modèles qui sont utilisés où vous leur dites, OK, génère-moi une image, et il te génère l'image. Tu lui soumets un prompt, tu lui dis, décris-moi l'image, il te décrit l'image, tu lui remets un test, une image, tu lui dis, extrais-moi l'information de l'image. Tu lui remets une vidéo, tu lui dis, fais-moi la transcription ou bien la synthèse de ce qu'il y a dans le vidéo, en fait. Voilà, le modèle de langage est de base entraîné en intégrant ces différentes sources de données-là qui lui permettent de faire quoi? D'avoir une compréhension holistique de ces différentes modalités et les interactions et liens qui existent entre ces documents. Donc, ce qui vous permet après de pouvoir faire la translation d'un domaine à un autre sans aucune difficulté. Donc, si on veut un peu aborder ou bien faire mention de quelques exemples de modèles de fondation, vous avez notamment en biologie, nucleotide transformers, qui permet d'aider en fait à la compréhension des sciences fondamentales de la vie en biologie et qui, à elle seule, permet de faire quoi? De faire l'identification des facteurs de transcription et les sites ou de binding, de faire la prédiction des prometteurs, d'identifier les marques épigénétiques ou encore de voir s'il y a des splicing au niveau de l'ADN et tout. Donc, vous avez aussi le projet TerraMind d'IBM qui est typiquement orienté vers l'aspect pouvoir fournir des informations par rapport à l'observation terrestre, en fait, tout ce qui est climat, les températures et autres. Vous avez aussi Physis, qui est un modèle de fondation pour la physique, pour pouvoir faciliter la simulation des phénomènes physiques. Autrefois, tout se reposait sur tout ce qui est modélisation et mathématiques et simulation numérique à travers les équations dérivées partielles qui sont résolues et simulées. Mais aujourd'hui, en fait,
il y a de plus en plus d'introduction en fait de modèles de fondation pour pouvoir directement faire de l'interpolation. Vous avez également Microsoft qui a introduit Aurora, qui est également un modèle de fondation pour comprendre les phénomènes atmosphériques. Vous avez également un modèle de fondation Chief qui est introduit dans le domaine du cancer, en fait, pour pouvoir permettre de faire euh, du diagnostic, l'identification de ce type moléculaire, de la découverte de biomarqueurs. Donc, un seul modèle qui fonctionne très bien pour ces tâches-là, comparé à l'ancien paradigme où il fallait développer à chaque fois un modèle pour une tâche de manière spécifique. Voilà. Donc là, on a abordé, on a fini avec la première partie. On a un peu exploré tout ce qui faisait la force des révolutions qu'on a pu observer récemment, en allant de la vision par ordinateur à l'IA génératif et les modèles de fondation en passant par le traitement de langage naturel et l'architecture du transformeur qui a été très disruptif. Donc, avant qu'on aborde la seconde partie, où nous allons parler des enjeux de l'IA, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la première partie et tout. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 on te reçoit. Ok. Mais est-ce que vous avez des questions? Non. Euh, on ne Ok. voit plus, tu ne partages plus l'écran. Depuis quand? Disons plus d'une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, merde. Bon, je ne savais même pas que l'écran était parti. Je viens, je repartage l'écran très rapidement. Je sais pas. Oh, on a plus d'une dizaine de minutes. Jusqu'à où? À partir d'où vous n'étiez plus en mesure de vous. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, oui, c'est bon. À partir d'où vous n'avez plus aperçu mon écran? Bon, je pense que ouais, je vais à partir de là. À partir d'ici. OK. Donc là, je parlais un peu des modèles de fondation en fait. Et le fait que ce sont des modèles qui sont très, voilà, très grands, avec des millions de paramètres, des billions parfois, et qui sont entraînés sur une masse assez large et critique de documents de manière autorégressive et en utilisant la méthode de self-supervised learning en fait. Donc, c'est des modèles qui, euh, à contrario des anciens modèles où on était dans un... C'est encore parti, je suppose. Ok, c'est encore parti. Pourquoi ça fait ça? Mhm. Donc, je disais que c'est des modes... Oh, merde. La vidéo est encore partie? Oui, 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 oui. Je sais pas pourquoi ça. Une seconde. Toujours pas, hein. Toujours pas. Ok. Donc, je disais tantôt ici que, genre, donc, à l'inverse des anciens modèles où, genre, on utilisait une certaine source de données, euh,
et on essaie de faire le mapping à une tâche de manière précise. Dans le paradigme des modèles de fondation, ce n'est plus juste le cas. Maintenant, on a un modèle qui est entraîné sur un corpus très large et diversifié et qui permet directement de pouvoir répondre à plusieurs tâches. Donc, sans avoir entraîné des modèles individuels maintenant, on peut entraîner un modèle qui directement a plusieurs casquettes pour faire beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on a notamment pu observer avec les modèles de langage, en fait, où le seul modèle est en mesure de générer du texte selon plusieurs styles, de répondre à des questions, de faire de la synthèse de documents, de faire de l'extraction d'éléments et de faire de la classification aussi. Voilà. Donc, elle, genre, il y a aussi la possibilité qu'elle soit vraiment multimodale, où durant la phase d'entraînement, on intègre plusieurs modalités et le modèle arrive à apprendre voilà, les interactions entre ces modalités, comment faire la translation d'un domaine à un autre, d'une modalité à un autre, ce qui permet après d'être en mesure de faire de la génération intermodalité, en fait, où vous pouvez partir du test, générer des images, partir des images et avoir des réponses par rapport à une image, ou partir du vocal et avoir en fait la génération des tests, de la transcription, tout ce que vous voulez, et aller dans n'importe quelle direction en fait. C'est grâce à tout ce qu'on peut qualifier de multimodal, foundation model. Voilà, donc j'ai aussi fait mention de ces quelques exemples. On a des modèles de fondation pour la compréhension en fait de la biologie en fait. On a aussi des modèles de fondation pour tout ce qui est l'observation des phénomènes atmosphériques, Earth observation. On a aussi des exemples d'initiatives pour développer des modèles de fondation pour euh, la physique et tout ce qui est simulation numérique pour pouvoir comprendre les phénomènes physiques. On a aussi un modèle de fondation produit par Microsoft aura pour également comprendre les phénomènes atmosphériques et aussi d'autres développés dans le domaine de l'oncologie, en fait, pour notamment pouvoir faire de le- la détection de maladies, de l'identification de sous-types et de biomarqueurs, en fait. Donc, vous verrez que chaque fois, il s'agit d'un seul modèle, mais qui a la capacité de pouvoir généraliser sur plusieurs tâches, genre sans un grand effort. Donc, je disais, on allait débuter la dernière partie. Là, il s'agit de parler des enjeux sociétaux en fait de l'IA et tout. Donc, on va commencer avec les biais. Donc, si je dois parler de quelques scandales qui ont un peu jasé sur la toile au cours voilà, ces derniers temps, nous avons notamment Croc, qui, comme l'article le mentionnait, est devenu un influenceur avec des dérapages où le modèle, genre, faisait des éloges de Hitler, donc des propos antisémites, insultes sexistes, en fait. Et ça a suscité beaucoup d'attention et de remous sur X ou encore sur la toile. Vous avez aussi, voilà, un article en 2024 qui paye un tant soit peu le racisme qu'on ne pouvait pas avoir observé au niveau du comportement que certaines IA manifestaient en fait. Et là, c'est la question de pointer du doigt les biais, du fait que les biais du passé entraînent les biais pour l'avenir. Parce que notamment les modèles sont entraînés sur des données historiques. Vous avez aussi euh, cette news où on dit une intelligence artificielle de Microsoft dérape sur Twitter. Donc, l'entreprise américaine a lancé Tay, un chatbot censé discuter avec des adolescents sur les réseaux sociaux. Mais des propos racistes se sont glissés dans ces échanges. Donc, typiquement, Twitter, c'est un espace où chacun a la liberté d'expression et exprime n'importe quel propos. Donc, lorsque ces données sont
scrappés, en fait, et sont utilisés pour entraîner des modèles sans vraiment savoir faire attention aux propos contenus. Ça peut introduire aussi ces dérapages parce que le modèle ne reflète que ce qui est contenu, en fait, dans le corpus qui a été utilisé pour l'entraîner. Donc, vous avez aussi, aux États-Unis, un modèle d'IA de reconnaissance faciale qui est accusé de favoriser les biais racistes, en fait, ou par moment, genre un peu juste, euh, le modèle peut décider de ne peut-être pas accorder de prêt aux personnes de peau noire, tu vois un peu, ou des personnes de couleur, ou genre les modèles peuvent favoriser genre les blancs, en fait, pour certaines tâches comparées aux personnes de couleur. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont dans cette direction. Vous avez aussi euh, une IA d'Amazon qui indique un bien, en fait, dans le recrutement, en fait, contre les femmes, en fait, où généralement, euh, les, les travaux, en fait, qui sont les mieux rémunérés étaient beaucoup plus suggérés aux hommes et les travaux moins rémunérés étaient suggérés aux femmes. Donc, vous avez aussi le fait que genre, les modèles d'IA, en fait, parfois déployés au sein des services de police renforcent les biais, en fait, genre, dans les pays comme les États-Unis, en fait. C'est vrai. Oui, ça Oui, compris. oui, oui. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça avec lui. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça avec lui. Mhm. Très bien. Donc, vous avez aussi, en fait, les biais qui ont été détectés au niveau du modèle de génération d'images mid-journée, où en fonction des requêtes qui sont faites, soit c'est que le modèle génère des images de vieilles personnes ou de jeunes dames. Ou par exemple, quand on dit génère moi une image d'infirmiers en fait, ou bien de personnel de santé, chaque fois qu'il générait des personnes infirmières, ce sera toujours des femmes, ou encore, ou encore quoi maintenant? J'ai oublié les autres illustrations. Mais néanmoins, il y avait également un biais de sexisme qui était notamment euh, remarqué en analysant un corpus de plus de 5 000 images générées par ce modèle. Vous avez encore un autre cas où c'est un des algorithmes de Google, en fait, par rapport à la recommandation d'hommes, de, de, de job, en fait, même qui faisait preuve de discrimination, en fait. Voilà. Donc, tous ces éléments ont en commun un élément, ce sont les biais, en fait, les biais qui proviennent, en fait, de la donnée qui a été utilisée pour les entraîner, en fait. Donc, quand on parle de biais des modèles d'IA, c'est typiquement, euh, ça désigne des systèmes d'IA qui produisent des résultats biaisés, reflétant et perpétuant les projets humains au sein d'une société, y compris les inégalités sociales parmi les générations précédentes et actuelles. Donc, il y a plusieurs sources de biais, il y en a plusieurs. Il y a les biais algorithmiques, dans un premier temps, où genre, l'utilisation de données d'entraînement erronées peut donner lieu à des algorithmes qui produisent des erreurs de façon répétée, des résultats partiaux, donc qui ne sont pas impartials, donc il y a sûrement de la discrimination, voire une amplification du biais inhérent à ces données incohérentes. Donc, typiquement, si vous entraînez un modèle sans vraiment passer beaucoup de temps sur la phase de pré-traitement, en fait. Que c'est une donnée qui provient, par exemple, des années où l'accélération et la parité étaient dominantes, en fait. Vous allez remarquer que votre modèle aussi aura tendance à exprimer ce genre de comportement ou de propos, typiquement là. Vous avez aussi les biais cognitifs qui se décrivent comme ceci.
Donc, l'IA nécessite une intervention humaine et les humains sont faillibles, comme on le sait tous. Donc, les préjugés personnels peuvent s'infiltrer sans que les praticiens ne se rendent compte. Et cela peut avoir un impact sur le jeu de données ou le comportement du modèle. Là, ça a des biais cognitifs. Vous avez aussi les biais de confirmation, qui sont étroitement liés aux biais cognitifs. Et ils se produisent lorsque l'IA s'appuie trop sur les croyances ou les tendances préexistantes dans les données, renforçant ainsi les biais existants et l'empêchant d'identifier de nouveaux modèles ou de tendances, en fait. Donc, typiquement, ça veut dire que le modèle, durant sa phase d'entraînement, peut-être se concentre beaucoup plus sur les biais historiques qui sont beaucoup plus persistants dans la donnée et est incapable de pouvoir extraire de nouvelles informations qui vont vraiment l'aider à capter en fait la trend du moment en fait. Donc, vous avez aussi les biais d'exclusion. Ce sont les types de biais qui se produisent lorsque les données importantes sont exclues des données exploitées. Donc, vous êtes en train de vouloir traiter d'un problème donné, mais le problème a plusieurs facettes et vous n'incluez qu'une certaine facette et vous oubliez l'autre. Donc, après la phase d'entraînement, le modèle que vous aurez ne va certainement pas exprimer un comportement uniforme sur toutes les dimensions quand vous allez interroger. Vous avez aussi les biais de préjugés qui sont aussi liés aux biais cognitifs et qui se produisent lorsque des stéréotypes et des hypothèses sociétales erronées se retrouvent dans le jeu de données de l'algorithme, ce qui conduit inévitablement à des résultats biaisés. Vous avez aussi le biais de rappel et se développe lors de l'étiquetage des données. Les étiquettes sont appliquées de manière cohérente par des observations subjectives. Et cela, vous pouvez même le remarquer, par exemple, avec la base de données ImageNet, bien que ce soit des images naturelles, il y a parfois des erreurs d'annotation ou des erreurs d'annotation. Donc, parfois, quand on vient sur des questions beaucoup plus sensibles, des domaines beaucoup plus pointus, où il y a peu d'expertise, parfois, il peut y avoir ces biais-là où la donnée sera mal labellisée, qui va introduire de la confusion, en fait, dans le corpus qui est utilisé pour entraîner le modèle, en fait. Donc, cela introduit par moment des incohérences qui impactent directement le modèle qui est développé dans le compte. Très bien. Donc, il y a aussi les biais d'échantillonnage ou de sélection. Donc là, il s'agit d'un problème qui se pose lorsque les données employées pour entraîner le modèle de machine learning ne sont pas assez nombreuses, pas assez représentatives, ou trop incomplètes pour entraîner suffisamment le système. Donc typiquement, euh, vous avez une base de données en fait, et dans votre base de données, il y a peut-être un genre qui est sous-représenté, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc, ça veut dire que votre modèle aura peut-être tendance à surestimer la contribution que le genre le mieux représenté a dans le modèle, en fait, et les résultats, en fait, qui va introduire à la longue genre des biais dans le modèle. Voilà. Donc, du moment où on est conscient de la surveillance de ces biais, cela implique qu'il faut mettre en place des mécanismes assez rigoureux et pointilleux, en fait, durant la phase de développement de l'algorithme d'IA, en fait, pour pouvoir pallier à ces éléments. Donc, typiquement, si on doit d'abord se prononcer sur comment éviter ces biais, ce sera, même si elles ne sont pas, on ne pourra jamais les supprimer dans leur entièreté, mais on peut néanmoins les limiter et les réduire. Donc, ce sera plutôt question de vraiment travailler sur la phase de pré-traitement et s'assurer que ces différents biais-là, comme je l'ai mentionné, ne sont pas euh, intégrés ou bien ne sont pas ingérés dans la donnée qui sera utilisée pour entraîner dans le modèle. Ce n'est qu'avant l'entraînement que cela est possible, mais après, il devient quasi impossible de pouvoir faire quelque chose contre les biais. Donc, s'assurer que la donnée est de très bonne qualité
très représentatif de la population, euh, genre, prend en compte l'ensemble des dimensions du problème que vous êtes en train de vouloir euh, modéliser en fait. Même si peut-être vous n'avez pas encore une idée de tout, mais néanmoins vous avez un corpus assez diversifié qui est assez représentatif du problème que vous êtes en train de traiter. Mais il s'agit pas que de mettre en place ces mécanismes au niveau plus, à un niveau plus avancé. Il y a ce qu'on qualifie de gouvernance de l'IA, en fait, éthique, qui viennent et qui permettent de réguler un tant soit peu la manière dont les modèles d'IA sont développés, en fait, euh, et déployés, en fait. Donc, ça met en place ça, des politiques et des éléments qui permettent de cadrer un tant soit peu le développement de ces modèles-là pour éviter ces dérapages qu'on peut observer ou un tant soit peu les limiter. Donc, l'identification et le traitement des biais dans l'IA commence par la gouvernance. Donc, c'est-à-dire la capacité de diriger, de gérer et de surveiller les activités des modèles d'IA généralement au sein d'entreprises. Parce que la majeure partie des modèles qu'on développe, qui sont utilisés sur le marché, sont développés par ces grosses boîtes-là et tout. Bien que même à nos niveaux, en tant qu'individu, chercheur, en fait, il faut faire attention à ces biais. Les modèles qui ont le plus d'impact sont généralement ceux développés par les GAFAM, les grosses boîtes, les grosses compagnies qui sont déployées sur le terrain ou sur Internet. Donc, en pratique, la gouvernance de l'IA crée un ensemble de politiques, de pratiques et de cadres d'exigence pour guider le développement responsable et l'utilisation des technologies d'IA. Donc, lorsqu'elle est bien menée, la gouvernance de l'IA garantit un équilibre entre les avantages pour les entreprises, les clients, les employés et la société dans son ensemble. Et c'est pour cette raison-là que vous allez voir que récemment, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il y a beaucoup de mouvements en fait pour développer en fait une législation en fait autour de tout ce qui est lié à l'IA pour pouvoir faire de la régulation et tout. Parce que c'est très capital et tout ça entre en compte dans la gouvernance de l'IA afin d'assurer aussi que les modèles sont développés de manière éthique et aussi respectent les règles d'éthique. Très bien. Donc, grâce aux politiques de gouvernance de l'IA, les entreprises peuvent mettre en place voilà, les pratiques qui sont les suivantes. Dans un premier temps, assurer qu'il y a une certaine conformité, dans notamment les solutions d'IA et les décisions liées à l'IA doivent être conformes aux réglementations sectorielles, aux évidences légales en vigueur. Donc, c'est là quand en jeu, en fait, tout le rôle que jouent les régulations en matière d'IA qui sont mises en place par les différents gouvernements ou encore par l'Union européenne ou les USA. On a également la confiance, où les entreprises s'efforcent de protéger les informations des clients, renforçant la confiance dans la marque. Elles sont plus susceptibles de créer des systèmes d'IA fiables. Donc, vous verrez aussi, par exemple, quand vous utilisez le chat, il vous dit typiquement parfois que, ces données ne sont pas, vos données ne sont pas exploitées. Vous pouvez donner votre consentement, votre accord pour que vos données soient exploitées. Voilà. Mais en même temps, le modèle vous met en garde de ne pas partager vos données personnelles, en fait. Donc, il y a tous ces éléments. Donc, vous avez aussi l'aspect de la transparence. Du fait de la complexité des modèles d'IA, un algorithme peut s'apparenter à une boîte noire contenant peu d'informations sur les données qui ont été utilisées pour le créer. La transparence permet de garantir que les données impartiales sont utilisées pour construire le système et que les résultats seront équitables. Vous avez aussi l'aspect de l'efficacité, parce que typiquement, quand on développe un modèle, c'est pour un but et le modèle doit servir à un objectif donné. Donc, l'IA doit être conçu pour aider à atteindre des objectifs stratégiques et accélérer les délais de mise sur le marché et réduire les coûts.
Donc, on a aussi la dimension de l'équité qui est prise en compte par les politiques de gouvernance. Et là, il s'agit des méthodes visant à évaluer l'impartialité, l'équité et l'inclusion en fait au sein de ces modèles qui sont développés. Donc, les approches comme l'équité contrefactuelle identifient les biais dans les décisions d'un modèle et garantissent des résultats équitables, même lorsque les attributs sensibles tels que le sexe, la race ou l'orientation sexuelle sont modifiés. Sont modifiés. Très bien. Donc, voici un peu les éléments qui entrent en compte dans la politique de gouvernance de l'IA et voilà ce qu'elle favorise notamment. Donc, elle assure notamment l'équité, euh, la conformité, la confiance, la transparence, une certaine efficacité pour parler de l'utilité de ces modèles, mais également euh, l'intervention de l'humain en fait. Généralement, pas de human in the loop en fait. Donc, des processus tels que le système humain dans la boucle qui propose des options ou formules de recommandation qui sont ensuite examinées par les humains avant qu'une décision ne soit prise pour fournir un autre niveau d'assurance de qualité. Donc, l'ensemble des décisions qui sont prises par le modèle doivent être analysées et validées par un humain avant que ces réponses ne soient mises à disposition de, de, de l'utilisateur. On parle de biais, gouvernance, gouvernance qui prend en compte un peu les différentes pratiques et politiques qui permettent de s'assurer en fait qu'on ne va pas observer un certain dérapage qui peut être lié au biais. Mais notamment, c'est que nos modèles d'IA actuels ne sont pas sans limite. Elles sont sujets à beaucoup de limites. Donc, premièrement, c'est déjà, on va parler de limites. Moi, je mets ça en fait dans la catégorie de ce que je peux qualifier de peut-être limite physique ou matérielle, typiquement quand on parle des modèles d'IA. Le fait qu'elles ne sont pas autonomes et que c'est forcément l'homme, en fait, qui écrit le code, développe les algorithmes, fait l'évaluation, en fait, modifie les systèmes de manière continue pour s'assurer qu'elles fonctionnent bien. Et juste la vraie valeur, en fait, qui fait la force de ces modèles réside dans les données. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas encore un modèle qui a développé genre, un modèle, même si avec le paradigme multi-agent, on observe notamment des agents qui collaborent et qui, lorsqu'on leur donne l'autorisation, développent des modèles. Certes, mais tous ces modèles reposent sur des algorithmes qui sont développés par l'être humain, en fait. Donc, juste là, il n'y a encore aucune IA qui soit en mesure de partir from scratch et définir, développer un algorithme de base, voilà, sur lequel on va se reposer pour effectuer certaines tâches. Vous avez aussi le fait que les données d'entrée sont représentatives de l'ensemble des données possibles, en fait. C'est une hypothèse qui est malheureusement faite lorsqu'on est en train d'entraîner un modèle et qu'on suppose que les performances du modèle vont se généraliser. C'est-à-dire que notre corpus d'entraînement reflète l'ensemble des observations qu'on peut faire dans notre environnement par rapport aux phénomènes ou aux problèmes qu'on est en train de modéliser. On sait que ce n'est pas le cas et qu'avec le temps, les modèles sont sujets à ce qu'on peut qualifier de concept drift ou de data drift, où on a de nouveaux phénomènes qui apparaissent et tout, et qui sont différents de ceux que le corpus avait l'habitude de voir. C'est pourquoi parfois, lorsque les modèles sont déployés, on parle de Continuous Integration, Continuous Delivery, CICD en fait. Où on fait le monitoring du modèle, où chaque fois suivre, lorsque le modèle, on observe des déclins de performance au niveau du modèle, on modifie, on fait un ajout des poids du modèle pour s'assurer que ça continue à refléter euh, la réalité terrain et ce qu'on observe dans notre environnement. Il y a aussi le fait que les modèles actuels nécessitent un grand nombre de données d'entraînement ou de parties d'entraînement lorsqu'on est dans le cadre du reinforcement learning. Quand vous prenez l'être humain,
quand l'être humain veut apprendre, l'être humain n'a pas besoin de 1000 exemples, 10 000 exemples, 2 millions d'exemples. Mais le modèle actuel, quand il est entraîné pour faire une tâche donnée, il faut une masse assez volumineuse de données, en fait, qui indique qu'il y a une insuffisance là et qu'elles ne sont pas encore efficientes. Et que ces modèles ne s'inspirent pas encore vraiment forcément globalement de la manière dont le cerveau humain fonctionne. Parce que avec deux exemples, le cerveau humain est en mesure de garder, d'apprendre et de généraliser sans aucune difficulté. Mais ce n'est pas le cas avec les modèles d'IA. Nous avons aussi le fait que ce sont des modèles black box. Donc, aujourd'hui, on ne comprend pas encore comment les modèles de deep learning fonctionnent, comment elles prennent les décisions, en fait, le mécanisme par lequel ils aboutissent à ces décisions. Or, c'est une nécessité si on espère pouvoir déployer ces modèles dans certains domaines très sensibles, en fait, où la vie humaine est en jeu. Donc, voilà. Donc, on a aussi le volet où le modèle manque de bon sens. Je me permets d'utiliser bon sens parce que là aussi, il est réduit qu'à ce qui est contenu dans son corpus. Donc, si vous l'exposez à des observations ou à des réalités qui sont très éloignées de ce qu'il y a dans le corpus d'entraînement, le modèle ne saura pas comment réagir. Donc, vous avez aussi le fait que ces modèles sont dotés d'une créativité limitée, ce qui fait que si vous prenez, si 50 personnes, par exemple, interrogent ChatGPT pour pouvoir réaliser une tâche, vous allez techniquement avoir presque les mêmes réponses. Or, l'être humain, si 10 êtres humains, si on pose à 10 hommes une question et de réfléchir sur une thématique donnée, vous verrez que genre, les réponses auxquelles ils parviendront, même si globalement seront similaires, il y aura forcément de la diversité, de l'originalité en fait, qui sera imputable à chaque personne en fait. Mais les modèles d'IA font juste quoi de la répétition, ce sont des perroquets où ils détectent toujours, ils n'arrivent pas à trop s'écarter en fait du contenu sur lequel ils ont été entraînés pour faire de la génération. Donc, ce sont de pâles copies. Donc, vous avez aussi le fait qu'elles dépendent de la qualité des données, aussi de la dépendance vis-à-vis des ressources de calcul. Donc, typiquement, pour certaines tâches, par exemple, quand vous êtes en train d'explorer les modèles de thinking, si la tâche est très complexe, vous ne pourrez pas avoir assez à suffisamment de ressources pour que le modèle puisse réfléchir suffisamment longtemps pour essayer de parvenir à des, à des réponses, en fait. Donc, typiquement, on a des infrastructures limitées, mais des modèles qui ne seront pas forcément en mesure de pouvoir tout le temps exploiter leur plein potentiel. Par exemple, si on veut mettre des problèmes sur des modèles, sur des problèmes, par exemple en mathématiques, de, de résolution de conjectures ou encore de problèmes d'Olympiade, il faudra beaucoup de ressources de calcul typiquement. Parce qu'il y a des situations où genre, l'être humain passe des années sur un certain problème. Donc, on ne va pas forcément espérer comme modèle, genre, en une fraction de seconde, soit en mesure de pouvoir aboutir à une solution. Donc, il faudra raisonner plus longtemps, et cela demande beaucoup d'impact. Cela demande beaucoup de puissance de calcul et de ressources à allouer. Donc, vous avez aussi les limites éthiques et sociales. Vous avez aussi ce qui est lié à la conformité aux directives et les normes des droits d'auteur. Les modèles de langage aujourd'hui sont entraînés sur la majeure partie des ressources qui sont disponibles sur Internet. Donc, quand le modèle génère du contenu en utilisant un style donné, ce style, il appartient à un auteur qui a développé ses œuvres, en fait. Donc, comment tout cela est géré, en fait? Et actuellement, il y a en cours beaucoup de requêtes légales, en fait, contre ces constructeurs d'IA, parce que, genre, ils exploitent à tort et sans autorisation les contenus développés par les artistes, en fait, pour pouvoir enrichir
les corpus qui sont utilisés pour entraîner les modèles. Donc, il y a beaucoup de scandales dans ce sens aussi. Et le dernier point par lequel je finis en parlant de limites, c'est le manque de véracité et d'hallucination. Vous dire, ne vous fiez pas totalement ou à 100% au résultat qu'un modèle de langage vous donne, qu'un LM vous donne. Malgré que ces modèles aient aujourd'hui accès à Internet, gens, ils hallucinent toujours et ils peuvent toujours commettre des bêtises ou dire n'importe quoi. Donc, ne vous fiez jamais à ces modèles à 100% pour euh, prendre des décisions sur la base de ce qu'ils vous donnent directement. Analysez, utilisez votre propre intelligence pour voir en quoi c'est aligné avec les attentes que vous avez. Vérifiez surtout les sources parce qu'il y a beaucoup d'hallucinations à, à ce niveau. Voilà. Donc, je pense que je suis arrivé à thème du contenu que j'avais prévu pour la séance d'aujourd'hui. En fait, on a dans un premier temps abordé tout ce qui concerne euh, euh, vision par ordinateur, traitement de langage naturel, modèle de fondation et modèle pour l'IA générative. On a essayé de parcourir un peu l'architecture en fait qui permet de réaliser cette tâche en fait. Et aussi, on a parlé de l'architecture du Transformers qui est au cœur de la révolution qu'on observe dans le traitement du langage naturel, mais également des modèles de fondation qui prennent de l'essor aujourd'hui et euh, qui mènent à des initiatives dans tous les domaines pour pouvoir aboutir à des grands modèles de fondation, que ce soit unimodal ou multimodal. Et par la suite, on a abordé les questions d'enjeux, de biais, de gouvernance, d'éthique et de limites. Donc, la parole à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. S'il y a des parties que vous n'avez pas cernées, vous pouvez aussi les lever, on va en discuter. Je suis désolé pour le PowerPoint qui partait, qui revenait et tout. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, je crois que personne n'a de questions. Voilà. Donc, au cours de la dernière séance, typiquement, on va un peu parler du, typiquement du processus, en fait, pour pouvoir monter un projet IA, en fait, dans sa globalité. Parce que, comme je l'ai mentionné, il n'est pas juste question de rester dans son notebook et de développer des modèles, mais il y a voilà, toute une pipeline qui existe autour. Donc, on va faire mention de cela. On va aussi parler des outils que vous pouvez exploiter en fait pour pouvoir développer ces modèles par vos propres moyens, que ce soit les outils no-code pour ceux qui ne sont pas orientés vers les branches où il y a toujours de la programmation, mais également les outils de code en fait que vous pouvez utiliser notamment pour pouvoir développer ces modèles from scratch si vous en avez l'ambition. Et on va achever par voilà, une application pratique où, dans la mesure du possible, je vais essayer de prendre quelques cas où on va développer ces modèles, les évaluer et tout, et tout. Donc, ce sera ça pour le cas
la séance prochaine. Là, vous avez une vue holistique, typiquement de tout ce qui existe, pas en détail, mais avec précision. Vous avez une idée de toutes les trends, de comment ces modèles sont développés, de ce qu'il y a au cœur de ça. Si demain vous voyez un modèle, vous savez typiquement, voici la nature de l'architecture qui est sur ça, voici comment ça fonctionne et tout. Donc, il y aura plus une technique un peu effrayée. Donc, on dit un tel modèle, vous savez comment, approximativement, voilà la forme de l'architecture qui est dans le modèle et voilà les ressources aussi que cela nécessite, typiquement. Donc, c'est un peu ça. Donc, ouais, oui, vous pouvez, tu peux poser ta question. Eh bien, je pense qu'il y a un qui levait la main tout à l'heure. Je pense qu'il peut se Vous poser. m'écoutez? Oui, oui, parfaitement. Ok, je disais que c'est pas une question en tant que telle, mais je voudrais savoir si la dernière séance, il serait possible de partager un petit projet, parce que là, je travaille sur l'IA dans la cybersécurité Mhm, et je sais pas si, selon votre disponibilité, mhm. il serait possible de partager cela avec vous. Oui, il n'y a pas de souci. On peut en discuter. Mm. Je peux t'aider sans souci. D'accord, merci beaucoup. Sans souci. Mm. Ah, super. Et si tu veux aussi qu'on travaille sur ton cas en live, on peut aussi le faire. Ça pimente l'expérience. D'accord, Mais néanmoins, tu as mon mail, je pense que tu peux me contacter, mais ouais, tu as mon message, je suis dans le groupe aussi. Tu as mon ok, numéro, tu peux me contacter en inbox et on en discute rapidement et tout, et on va d'accord, comment on peut d'accord, merci. collaborer. Mm. Merci beaucoup. Non, super. Est-ce que vous avez d'autres requêtes, des préoccupations, des questions? Bon, si vous n'en avez pas, je crois qu'on est à thème. On est arrivé à thème de la séance. Merci pour votre présence. Et on dira la séance prochaine. Ok, merci beaucoup, Aurel. Merci pour cette belle présentation. On se dit à très prochainement.